En pointe dans le secteur de la biotechnologie, Transgène développe des thérapies innovantes contre le cancer. L'engagement quotidien de nos quelques 150 collaborateurs fait de nous un leader dans le domaine de l'immunothérapie. Entreprise pionnière dans ce domaine, Transgène a su bâtir un savoir-faire unique et reconnu. L'immunothérapie consiste à éduquer le système immunitaire pour lui permettre de reconnaître et de détruire les cellules cancéreuses. Nous utilisons pour cela des virus, rendus inoffensifs, que nous reprogrammons. Nous fabriquons ainsi des vaccins thérapeutiques et des virus oncolytiques. Deux approches qui sont actuellement testées chez des patients. Tout d'abord, myvac. Ce vaccin thérapeutique personnalisé mis au point par Transgène est particulièrement prometteur. Un patient, un cancer, un vaccin. Chaque traitement est conçu spécialement pour chaque patient, sur la base des caractéristiques génétiques de cette tumeur. Une fois injecté au malade, ce vaccin va stimuler les défenses immunitaires du patient et déclencher une réaction forte, qui va permettre une destruction ciblée des cellules cancéreuses. Et avec sa plateforme Invirio, Transgène développe aussi des virus oncolytiques qui sont capables d'attaquer directement la tumeur. Ces virus, hautement atténués, ont été modifiés de manière à se multiplier sélectivement dans les cellules cancéreuses. Cette multiplication virale va entraîner la destruction ciblée des cellules tumorales. Par ailleurs, un véritable arsenal thérapeutique est intégré dans le génome du virus. Le virus oncolytique agit donc comme un cheval de Troie, en permettant la production de thérapies directement dans la tumeur. La conjugaison de ces deux phénomènes vise à réactiver les défenses immunitaires, tout en préservant la qualité de vie des patients. Avec myvac et Invirio, Transgène innove toujours plus au service des malades et offre des perspectives particulièrement prometteuses dans la lutte contre le cancer. Bonjour, bienvenue à l'Investir Day 2022. Alors nous avons le plaisir d'accueillir Eddy Den Brahim, qui est le directeur général de Transgène. Alors Transgène, c'est une société qui est depuis fort longtemps en bourse. C'est une vétérane de la Bourse de Paris, puisqu'elle est cotée depuis les années 90. Elle est spécialisée dans les nouvelles approches d'immunothérapie contre les cancers. Donc c'est une société très innovante et je rappelle que Transgène est détenue par la famille Mérieux via l'Institut Mérieux, donc qui en détient environ 60%. Alors Eddy Den Brahim, est-ce que vous pouvez déjà nous détailler toutes ces différentes technologies très innovantes que Transgène développe ? Bonjour à tous et bonjour à vous. En effet, Transgène est une société de biotechnologie dans le cancer. Donc notre mission, c'est de développer de nouveaux médicaments, de nouvelles approches thérapeutiques au service des patients pour arriver en complément des technologies existantes, mais qui malheureusement dans beaucoup de cancers sont insuffisantes, voilà, pour apporter un bénéfice et remporter la bataille contre la maladie. On se place dans le champ de l'immunothérapie. L'immunothérapie, c'est une nouvelle classe qui est apparue récemment et qui se place en complément de la chirurgie, de la radiothérapie et la chirurgie pour apporter des solutions additionnelles. Et ça a su déjà générer des médicaments très importants. Donc nous, on se place dans ce champ-là. Et l'immunothérapie, l'idée, c'est de soutenir le système immunitaire qui a des capacités à attaquer le cancer, mais ici, ça va être de le stimuler, de le réveiller, de l'éduquer pour que ses capacités soient plus fortes et, encore une fois, essayer de battre le cancer. Très bien. Alors, en fait, le portefeuille du Transgène, je crois, s'est fortement enrichi depuis quelques années. Donc, quel est aujourd'hui combien de produits Transgène développe et à quel stade d'avancement sont tous ces produits ? Alors, on a 4 produits en essai clinique, et je reviendrai dessus juste après. On a aussi des produits qui sont au stade de recherche et développement, donc un stade vraiment expérimental et un niveau confidentiel sur lequel on ne communique pas pour l'instant, mais qui prépare déjà l'avenir de long terme. On va se concentrer surtout sur les produits qui sont en essai clinique, donc aujourd'hui à l'hôpital, pour prouver leur valeur ajoutée auprès des patients. Ces 4 produits, il y en a un en phase 2 et 3 en phase 1. Et chacun, on va en parler au cas par cas, je pense, ont apporté déjà des preuves d'abord de leur sécurité d'administration et surtout de leurs bénéfices auprès des patients.
Et ces produits sont essayés dans divers cancers, par exemple le cancer de l'ovaire, le cancer du col de l'utérus, les cancers de la peau, comme le mélanome. Voilà, donc on peut s'adresser, parce que notre technologie est très souple, et donc on peut attaquer un grand nombre de types de cancers différents. D'accord. Mais donc, vous avez plusieurs technologies qui vont du vaccin thérapeutique au virus oncolytique, enfin, on reviendra dessus. Et si on commence par le produit le plus avancé, qui est un vaccin thérapeutique, TG4001, en fait, vous avez publié il y a peu des résultats très prometteurs. Est-ce que vous pouvez nous détailler ces résultats ? Avec grand plaisir. Le TG4001, en effet, c'est un vaccin thérapeutique. Donc l'idée, comme un vaccin, c'est d'entraîner le système immunitaire, où on va lui présenter les marqueurs identiques à celui du cancer, de manière inoffensive, pour le réveiller, l'éduquer, et il va pouvoir après attaquer les cellules cancéreuses qui présentent ces mêmes marqueurs. Ça marche comme un vaccin contre une maladie infectieuse, où on va entraîner le système immunitaire à reconnaître les marqueurs de la maladie, et quand on est confronté à un virus infectieux, on peut l'attaquer. Là, c'est pareil, sauf qu'on ne se place pas avant le cancer, on se place quand il est là, pour essayer de s'en débarrasser. Donc c'est un vaccin thérapeutique, mais qui fait levier sur le système immunitaire. Le TG4001 est donc dans cette catégorie-là de vaccins thérapeutiques, et on s'attaque au cancer causé par le papillomavirus. C'est un virus qui est bien connu, HPV, pour son acronyme, où il y a des campagnes de vaccination préventive, où malheureusement aujourd'hui on n'est pas à des niveaux assez importants dans la population française en particulier. Et ce virus va causer des cancers. Les plus connus, c'est le cancer du col de l'utérus, mais c'est aussi d'autres cancers, tout ce qu'on appelle de la sphère anogénitale, donc même zone proche de l'utérus. Juste, la principale cause du cancer de l'utérus, c'est ce papillomavirus ? Exactement. La grande majorité des cancers du col de l'utérus sont des cancers causés par le papillomavirus. Il y a aussi des cancers du canal anal, par exemple, qui touchent les femmes, et aussi les hommes, même si c'est moins connu. D'accord. Et donc les résultats. Voilà. Et donc, voilà, ces cancers qui sont causés par le papillomavirus, même s'ils ne sont pas au même endroit, ils vont avoir des caractéristiques communes. Et donc, notre produit TG4001 est ciblé contre eux. Et donc, on a été très fiers. On a annoncé début novembre des résultats intermédiaires de phase 2. Donc, c'est notre produit le plus avancé. C'est un essai complexe parce que la moitié des patients reçoivent notre traitement plus un autre traitement qui s'appelle l'avelumab, et l'autre moitié reçoit l'avelumab tout seul, et on va regarder si les patients qui reçoivent notre médicament en plus ont un bénéfice et vont mieux. Et donc on a été très fiers, il y a quelques semaines, de faire cette analyse intermédiaire et d'en communiquer les résultats. Ils sont très positifs, parce que notre équipe médicale qui a fait cette analyse et qui a été confirmée par un comité indépendant, d'abord nous encourage à continuer, parce qu'on a déjà vu des signes d'efficacité, c'est-à-dire que les patients qui reçoivent notre traitement vont mieux que ceux qui ne le reçoivent pas. Et en plus, en termes quantitatifs, on avait évalué une population maximale de 150 patients. C'est-à-dire que le nombre de patients qu'on pensait inclure dans l'étude pour avoir assez de patients pour caractériser vraiment l'efficacité du produit. Et en fait, on va être en capacité de réduire à 120 patients. Donc on passe de 150 à 120, c'est-à-dire qu'on a besoin de moins de patients pour démontrer l'efficacité du produit, donc ce qui est un très bon signe déjà aujourd'hui des signaux d'activité de notre produit dans notre essai clinique. Donc voilà, donc c'est une très bonne nouvelle, notre produit le plus avancé, et ça nous donne un haut niveau de confiance maintenant sur la suite de l'essai clinique qui continue. Et pour comprendre, il a démontré également un avantage par rapport donc l'avelumab, qui est un grand produit vedette dans le cancer. Pour l'instant, il a déjà démontré un avantage ou pas encore ? Et pourquoi ce produit vedette dans le cancer, avelumab, a-t-il besoin il n'est pas suffisamment efficace ? Pour comprendre. Exactement. Aujourd'hui, il y a des médicaments très importants, mais qui n'ont pas une efficacité à 100%, loin s'en faut. Mais l'avelumab, ou le type de médicament comparable, c'est en gros une efficacité à 15%. C'est-à-dire qu'il y a 15%... C'est de l'immunothérapie déjà. L'immunothérapie, celle-là. Alors, c'est des patients qui sont en deuxième ligne, qui ont déjà reçu une première ligne de traitement. Un certain nombre de patients ont réagi positivement. Un autre, on n'a pas pu se débarrasser du cancer. Et dans cette deuxième ligne de traitement, des traitements du type avelumab
ont un taux de réponse de l'ordre de 15% environ. D'accord. C'est très bien pour les patientes et les patients concernés, mais il y en a 85% pour lesquels il faut trouver une autre solution. Et donc nous, on a montré dans notre essai précédent sur ce produit-là que sur une bonne partie de la population, on avait un taux de réponse de 30%. Donc on faisait 2 fois mieux, on doublait l'effet de l'avelumab et des médicaments comparables. Donc c'est ce qui nous a motivés. Donc l'avelumab est utile, mais insuffisant. Et avec notre médicament, on va vraiment booster cet effet-là. Et l'essai clinique vise à démontrer que notre produit plus l'avelumab fait mieux que l'avelumab tout seul. D'accord. Et les résultats de début novembre disent que oui. D'accord. Et donc les prochaines étapes de développement pour ce produit, Alors, on va finir cet essai clinique. On a fait cette analyse intermédiaire à peu près à mi-parcours sur les 120 patients totaux qu'on va recruter. Et donc, on aura des résultats en 2024. Donc, ça s'approche rapidement. Et on sera en mesure, sur les 120 patients, je l'espère, de confirmer l'efficacité du produit. Et ensuite, ça sera un essai à visée d'enregistrement, au terme duquel le produit sera commercialisé si les résultats se confirment. D'accord. J'avais quand même une question un peu générale sur les vaccins thérapeutiques comparés aux vaccins à ARN messager. Quelles sont les différences ? Excellente question. Les vaccins ARN, on en a beaucoup parlé dans la partie Covid, bien sûr. Ils ont prouvé une valeur ajoutée pour les maladies infectieuses. C'est moins connu, mais ils sont aussi utilisés en développement contre le cancer. Et donc, avec ces technologies-là, on partage la même philosophie de vaccination thérapeutique où éduquer le système immunitaire va permettre de donner des armes pour lutter contre la maladie. On utilise seulement un autre vecteur. Eux utilisent l'ARN, nous on utilise un virus. Et on pense que le virus a plusieurs avantages. D'abord parce qu'il va réveiller les systèmes immunitaires de manière plus globale, parce qu'il y a différentes parties dans le système immunitaire, et le virus va le stimuler vraiment globalement, alors que l'ARN est plus fort dans une partie seulement de cela. Et nous, dans notre virus, on va pouvoir mettre beaucoup d'informations. Donc, par exemple, on a un vaccin où on entraîne le système immunitaire sur 30 parties différentes du cancer dans un seul virus. Voilà, donc ça a des grandes capacités. Et nos résultats à ce jour montrent qu'on peut faire aussi bien, voire même mieux sur certains paramètres que Moderna ou BioNTech, qui ont une approche similaire de vaccination thérapeutique. D'accord, donc un grand avenir pour le virus thérapeutique. Tout à fait. Sinon, vous avez noué, j'ai vu des accords avec Merck, KGaA, enfin le Merck allemand et AstraZeneca. En fait, ce sont des accords qui portent sur également une association de vos produits avec leurs propres produits vedettes ou vos produits en propre, co-développés, je dirais en monothérapie. Alors ces accords sont très importants et de nature différente. Le premier avec Merck KGaA, donc basé en Allemagne, porte sur le TG4001, celui dont on vient de parler sur le cancer anogénital, col de l'utérus en particulier. Et dans le cadre de cet accord, Merck KGaA nous fournit l'avelumab. Donc c'est un accord de développement clinique. Et donc on est en effet en combinaison avec leurs produits phares. AstraZeneca, c'était une alliance différente parce qu'on a signé un accord il y a plus de 3 ans aujourd'hui, où ils étaient très intéressés par nos virus oncolytiques, notre technologie, et là on va développer pour eux des produits. Donc ils nous donnent, on se met d'accord et on spécifie des produits, ensuite nous on en fait l'ingénierie et la production, et on a été très fiers d'annoncer qu'il y a un an, fin d'année dernière, AstraZeneca a pris une première licence d'un de nos produits. Donc c'est-à-dire qu'ils ont une grande confiance dans le produit qu'on a fait pour eux et qu'ils ont testé, et qu'ils ont donc acquis. D'accord. Et par contre, vous continuez à développer vos virus oncolytiques, donc ces produits qui permettent cette technologie qui permet, si j'ai bien compris, de produire le médicament dans la tumeur, c'est assez impressionnant. Et donc ces virus oncolytiques, en fait, vous envisagez aussi des essais avec d'autres produits vedettes comme le grand blockbuster dans le cancer, le Keytruda de Merck, pour pouvoir éventuellement démontrer qu'il aurait une efficacité supérieure ? C'est exactement ça. Le virus oncolytique, c'est un virus qui va aller dans la tumeur et qui ne peut se multiplier que dans la tumeur. Donc, dans les cellules cancéreuses, en se multipliant, il va les tuer et il va produire en effet un médicament au cœur de la tumeur. Et donc, l'intérêt, c'est de lui faire produire un médicament très puissant, connu par ailleurs, mais avec beaucoup d'effets secondaires. Et là, on rend le médicament local, un peu comme un cheval de Troie.
où le virus va amener et en fait produire le médicament uniquement là où il est utile et nécessaire dans la tumeur. Donc il n'y a plus ces effets secondaires. On les réduit. Ils sont réduits. Drastiquement, complètement. Et donc on peut, avec le même virus, mettre beaucoup de types de médicaments différents. Et donc, c'est notre savoir-faire avec ce qu'on appelle notre plateforme de virus oncolytique, avec le même virus, de faire beaucoup de médicaments différents. Donc, on a ceux qu'on développe pour AstraZeneca, mais on a les nôtres. Et il y en a en effet un qui s'appelle le BT001 pour son nom de code, et qui est aujourd'hui en essai clinique de phase 1. Aujourd'hui, c'est classique en oncologie, on l'essaye tout seul d'abord chez les patients, et on est au bout de cette étape-là. Et début d'année prochaine, on va passer en combinaison avec le médicament phare dont vous venez de parler, le Keytruda, qui est un médicament approuvé dans ce type d'indication. Et on va combiner, parce que si le Keytruda est un médicament phare, il a aussi des limitations importantes, et on va essayer de booster l'effet pour apporter un bénéfice supplémentaire aux patients. D'accord. C'est dans quelle indication ? Là, aujourd'hui, étant donné que c'est en phase 1, c'est assez large, un certain nombre de ce qu'on appelle les tumeurs solides. Donc, c'est principalement le mélanome, cancer de la peau, et d'autres indications possibles. D'accord. Et pour avoir un peu une idée, puisque c'est quand même une technologie très nouvelle, est-ce qu'il y a déjà des virus oncolytiques qui sont commercialisés aujourd'hui ? Oui, il y a un virus oncolytique approuvé dans les marchés de type États-Unis, Europe, qui s'appelle l'Imlegic d'Amgen, donc qui prouve que cette technologie peut être acceptée par les autorités de santé et apporte un bénéfice aux patients. Nos virus oncolytiques à nous sont une génération plus nouvelle que l'Imlegic, avec des médicaments plus puissants pour vraiment apporter un bénéfice supplémentaire par rapport à ces générations qui sont déjà plus anciennes. D'accord. Et on voit donc que vous avez quand même des résultats prometteurs. Et est-ce que vous avez reçu des marques de Big Pharma, de grands labos pharmaceutiques, puisqu'on sait qu'ils sont toujours à la recherche d'innovation. Et par ailleurs, quelle est votre stratégie à ce niveau-là, si jamais une société était intéressée ? Est-ce que vous souhaiteriez licencier rapidement un de vos produits ou attendre une phase plus avancée pour probablement avoir peut-être plus de valeur ? En effet, en tant que société de biotechnologie, dès qu'on a des résultats, on a à cœur de les partager au grand public, dans les congrès scientifiques et auprès des pharma. Et c'est ce que l'on fait régulièrement sur nos produits. D'abord, le partenariat avec AstraZeneca, c'est certain que c'est un partenariat très amont, en fait, mais ils sont vraiment très motivés par d'autres technologies. On avait par exemple un poster scientifique en commun à un congrès aux États-Unis il y a quelques jours à peine. On parle aussi d'autres produits avec d'autres pharma. C'est un dialogue permanent. Sur notre stratégie, on est très, très pragmatique et s'il y avait des offres intéressantes, on les considérerait. Ce qu'il faut, c'est surtout avoir une stratégie autonome, sans attendre, pouvoir faire avancer nos produits à la hauteur de nos capacités. Et s'il y a des marques d'intérêt qui permettraient aux produits d'aller plus loin, plus vite, plus fort au bénéfice des patients, on regardera ces offres. D'accord. Donc si on en vient maintenant au fameux news flow qui intéresse les actionnaires de Transgène, quelles sont les annonces, disons, cliniques principales qu'on peut attendre dans les 6 mois à 1 an ? On a la chance d'avoir 4 produits en clinique et puis un certain nombre derrière qui arrivent, dont on a parlé récemment. On a eu une année 2022 très riche, avec 2 congrès, un congrès aux États-Unis, un à Paris en septembre, plus cette annonce en novembre sur le 4001. Et 2023 s'annonce aussi extrêmement importante sur l'ensemble des produits. Sur notre thérapeutique individualisée, notre vaccin thérapeutique individualisé, on aura des nouvelles importantes au premier semestre. De même, sur la partie oncolytique, nos 2 virus oncolytiques, on aura aussi des nouvelles communications scientifiques pour prouver la valeur ajoutée du produit au premier semestre de l'année prochaine. Sur le TG4001, là, c'est plutôt un horizon 2024, avec un événement majeur qui sera la fin de cet essai clinique de phase 2, dont on a eu les résultats intermédiaires très positifs il y a quelques jours. D'accord. Donc le nerf de la guerre, on le sait, pour une biotechnologie, c'est quand même sa trésorerie. Est-ce que vous pouvez faire un point sur le niveau de trésorerie, nous donner une idée de votre visibilité financière ? Tout à fait, c'est un élément essentiel, et en particulier pour nos investisseurs qui sont sensibles. Nous avons confirmé lors de notre dernière communication financière que nous avons un horizon de trésorerie jusqu'à la fin de l'année prochaine.
fin 2023. Ce qui est bien pour une biotechnologie, surtout dans les conditions de marché un peu compliquées aujourd'hui. Et ça va nous permettre, d'ici là, d'avoir énormément de jalons de valeur basés sur des nouvelles dont on a parlé, celles en particulier aux premières moitiés de l'année 2023. D'accord, pas de levée de fonds prévue à court terme. Non, on reste ouvert aux marques d'intérêt possibles, si ça avait lieu. On a aujourd'hui suffisamment pour atteindre ces jalons importants, avoir ces dialogues avec les pharmas au cours de l'année 2023. D'accord. Donc peut-être 2 petites questions subsidiaires, parce que je vois que le temps passe. Votre actionnaire de référence a ouvert son capital à la famille Agnelli. Est-ce que ça peut avoir un impact pour Transgène ? Donc l'Institut Mérieux, qui est la holding du groupe Mérieux, est notre actionnaire majoritaire, à 60% environ. Et il est public que cet été, en effet, la holding Exor, qui est la holding de la famille Agnelli, est rentrée à hauteur de 10% dans le groupe Mérieux. C'est une opération au niveau de notre actionnaire principal, qui ne nous concerne pas directement, qui n'a pas vocation à commenter spécialement. Mais je pense que c'est d'abord un signe d'ouverture du groupe, et c'est un renforcement des capacités financières du groupe Mérieux. Donc nous, en tant que participation du groupe, on ne peut bien sûr que se réjouir du fait que notre actionnaire principal se renforce dans une vision internationale sur nos métiers de la santé. Les thérapeutiques contre le cancer pour nous, le diagnostic pour BioMérieux, la sécurité alimentaire pour Mérieux NutriSciences, par exemple. D'accord. Et concernant le cours de l'action, peut-être une question moins agréable. Bon, certes, l'action avait bien performé en 2021, mais on voit que le cours baisse à peu près de 25% depuis le début de l'année, alors que pourtant vous avez annoncé des bonnes nouvelles en provenance, disons, du clinique. Donc comment expliquez-vous cette évolution ? Bon, j'imagine que tout le secteur étant impacté, c'est pas propre à Transgène. C'est vrai qu'on ressent un décalage entre la qualité de nos résultats, la qualité de notre annonce qui ont été très, très positifs cette année, et un cours en berne qui, je peux le comprendre, frustre nos actionnaires et bien sûr ne peut pas nous satisfaire. C'est un environnement très difficile pour les bourses en général, pour les biotech en particulier. Je vois beaucoup de nos pairs qui se sont vraiment effondrés et finalement notre cours s'est tenu dans un environnement très difficile, probablement grâce à ces bonnes nouvelles. J'espère que dans un environnement plus stabilisé, plus calme côté des bourses, des bonnes nouvelles 2023 se retranscrivent véritablement dans le cours de bourse à la hauteur de la qualité de nos produits, du bénéfice aux patients qu'on arrive à annoncer. D'accord. Peut-être une toute dernière question qui est plus trait à vous. Vous êtes arrivé, je crois, il y a 2 ans, Edith Denbrheim. Et vous êtes donc directeur général, et antérieurement, donc, il n'y avait pas de séparation entre directeur et président. Donc pourquoi avoir séparé les 2 fonctions ? J'ai rejoint Transgène comme président directeur général début 2021, il y a presque 2 ans. Et après quelques mois, j'ai réalisé que c'était véritablement 2 fonctions. La direction générale, qui est tournée vers l'opérationnel, avec les équipes, la gestion des essais cliniques, la gestion de la R&D, la gestion RH, la communication, ainsi de suite, et une fonction de président du conseil d'administration, avec une vision beaucoup plus long terme, d'animation du débat du conseil d'administration. Et j'ai pensé que séparer les rôles pouvait bénéficier à la société, et même personnellement, parce qu'en séparant les rôles, et en me concentrant sur la fonction opérationnelle de directeur général, on pouvait accueillir comme président quelqu'un avec une grande renommée, une grande expérience, qui nous fasse bénéficier de sa vision de l'oncologie, de son savoir-faire. Et on a eu beaucoup de chance que Alessandro Riva veuille bien nous rejoindre comme président du conseil d'administration depuis mai dernier, notre assemblée générale. Et depuis quelques mois, je ne peux a posteriori vraiment que me satisfaire de cette décision qui a été vraiment acceptée et bien comprise par le conseil d'administration. Et c'est une chance pour la société, et même à titre personnel, c'est un enrichissement très fort. Et je pense que c'est déjà un bénéfice pour Transgène. Très bien, et peut-être encore une toute dernière question concernant Transgène, pour avoir un peu une idée du poids de la société. Transgène, c'est quel effectif, et vos bureaux sont situés où ? Et par ailleurs, est-ce que vous avez une politique RSE ? Est-ce que vous commencez à vous développer dans l'ESG ? Tout à fait. Transgène est situé en banlieue de Strasbourg. Nous avons 170 collaborateurs
pour l'essentiel dans ce site principal. Des chercheurs, essentiellement. Essentiellement des chercheurs, c'est 60 personnes dans l'équipe de R&D. C'est des médecins aussi pour gérer des essais cliniques. De plus en plus de production pour mettre à disposition nos traitements, notamment nos traitements individualisés dans les meilleures conditions auprès des patients. Et puis beaucoup de fonctions réglementaires, RH, finance, ainsi de suite. Et donc beaucoup de talents, beaucoup de politiques très fortes pour l'accueil des jeunes, des stagiaires, des apprentis, qui sont très nombreux à Transgène et nous enrichissent. En termes de RSE, c'est vraiment un axe très fort de ce que l'on fait. D'abord, notre mission principale, de développer des médicaments pour les patients atteints du cancer, je pense, s'inscrit complètement dans la logique de la RSE. Et on ne s'arrête pas là. On vient de parler des ressources humaines. C'est aussi la gouvernance, on l'a mentionné aussi. C'est une partie un peu moins connue, mais je pense importante de la RSE. Et pour l'environnement, on est très vigilant et on a des plans d'action très forts pour réduire notre consommation en eau, notre consommation en énergie. Très bien. Mais écoutez, je crois que le temps imparti étant terminé, je vous remercie beaucoup, Eddy Denbrahim. Et donc, je vous donne rendez-vous à tous le 29 novembre à l'Investir Day au Carrousel du Louvre. Merci. Merci.